Ma belle-sœur m'a accusé d'un crime que je n'ai pas commis. Maintenant qu'elle risque la prison, elle me supplie de témoigner pour elle. Je suis une femme de 29 ans. Ma belle-sœur m'a accusé d'un crime que je n'ai pas commis. Elle a dit à la police que j'avais volé de l'argent dans la caisse du restaurant de ses parents et que j'avais falsifié des signatures. Elle a répété mon nom, mon emploi du temps, mes prétendues motivations. Quand l'agent a frappé à ma porte pour quelques questions, j'ai senti ma vie basculer alors que je n'avais rien fait d'autre que donner des heures gratuites pour aider la famille de mon mari. Je m'appelle Nadia. Ma belle-sœur s'appelle Julie. Mon mari s'appelle Victor. Ses parents tiennent un petit restaurant de quartier depuis 25 ans. Quand j'ai épousé Victor, je me suis proposée pour aider les soirs de rush, faire la caisse, remettre des stocks à plat. Je travaille comme comptable dans un cabinet, alors additionner, vérifier, classer, c'est mon métier. Au début, tout le monde m'a remercié. Puis Julie a commencé à me regarder comme si je prenais une place qui lui revenait. Julie est la cadette. Elle a toujours voulu prouver aux parents qu'elle pouvait reprendre l'affaire. Sauf qu'elle n'aime pas compter. Elle aime poster, décorer, parler de concept. Quand je faisais la clôture, elle se sentait diminuée. Elle a commencé à me lancer des remarques, elle disait que je mettais trop d'ordre, que je ne comprenais pas l'esprit de la maison. Victor me disait de laisser glisser. J'ai laissé glisser, jusqu'au jour où le tiroir caisse a affiché un trou de 1 200 € sur un mois. Ce jour-là, j'ai reconstitué chaque ticket, chaque entrée, chaque remise. J'ai trouvé des opérations déplacées à 23h58 alors que le service était fini, des annulations de tickets sans justification, des arrondis étranges. J'ai imprimé les lignes. J'ai posé le dossier sur la table, devant les parents et Julie. J'ai dit qu'il y avait des anomalies et qu'il fallait fermer les accès tardifs à la caisse. Julie a pris ça comme une attaque. Elle a dit que je l'accusais. Je n'ai pas prononcé son nom. J'ai parlé de chiffres. Elle a parlé de loyauté. Le soir, Victor m'a dit que j'avais été trop directe. J'ai noté son reproche, même si j'avais juste fait mon boulot. La semaine suivante, j'ai vu Julie entrer un code au comptoir alors que son père somnolait. Elle a refait une encaisse pour corriger une erreur. Quand je lui ai demandé de me prévenir avant de toucher à la caisse, elle m'a répondu qu'elle n'avait pas besoin de mon autorisation. 2 jours plus tard, un fournisseur s'est plaint de factures impayées que Julie jurait avoir réglées en liquide. Personne n'a retrouvé le reçu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout documenter au millimètre. Pas pour gagner un conflit familial. Pour me protéger. J'ai créé un registre simple. Date, heure, opération, justificatif. J'ai pris en photo la caisse à l'ouverture et à la fermeture. J'ai mis les copies sur un dossier partagé. J'ai expliqué la méthode à tout le monde. Les parents ont dit merci. Julie a levé les yeux au ciel. Un samedi, elle a dit qu'elle se chargeait de la caisse parce que j'avais assez joué à la chef. Je la laissais faire, en me disant que les chiffres parleraient d'eux-mêmes. 3 jours après, un policier s'est présenté chez moi en fin d'après-midi. Il avait un ton calme. Il m'a demandé si j'acceptais de répondre à des questions sur un retrait d'espèces non justifié et une signature au nom de la mère de Victor sur un chèque de 2 500 €. On avait signalé une suspicion de faux et usage de faux. Mon nom apparaissait dans la déposition comme « personne ayant accès à la caisse et au chéquier ». Je suis restée droite. J'ai dit que je répondrais à toutes les questions, mais que j'avais des documents. Il a pris des notes. J'ai sorti mon registre, les photos, les scans. Il a regardé en silence. Il a dit que ça l'aidait. Il a promis de recouper. Le soir, chez les beaux-parents, l'ambiance était électrique. Julie parlait fort. Elle disait que quelqu'un jouait avec les nerfs de la famille. Elle me jetait des phrases comme des cailloux. Victor tentait d'apaiser. J'ai demandé gentiment qu'on se pose autour de la table avec les chiffres. Julie a explosé. Elle a hurlé que j'avais volé, que j'avais voulu prouver que j'étais meilleure qu'elle, que je l'avais humiliée depuis des mois. Elle a dit « Tu vas répondre devant la justice ». La mère de Victor s'est mise à pleurer. Le père a demandé le silence. Personne n'a écouté. Les jours suivants, ma vie a été un mélange de cabinet comptable le matin et de messages d'injonction le soir.
Julie a raconté une histoire où j'étais l'ennemi qui voulait détruire l'entreprise par jalousie. Des cousins m'ont écrit pour me demander ce qui s'était passé. Je répondais poliment que la police ferait son travail. J'écrivais sans haine, mais chaque phrase me coûtait. Une convocation officielle est arrivée. J'ai été entendue. J'ai répété tout ce que je savais, tout ce que j'avais noté, sans accusation. L'agent a posé une question simple qui a fissuré l'édifice de Julie, qui avait accès au chéquier le jour du chèque litigieux. Seul le père, la mère et Julie. J'ai ajouté que la signature sur la copie ne ressemblait ni à celle de la mère, ni à la mienne. L'agent a dit qu'une expertise serait lancée. Il m'a remercié pour la clarté de mes registres. Je suis sortie dans la rue avec des jambes en coton. À la maison, Victor était partagé. Il m'aimait, mais c'était sa sœur. Il a tenté d'être neutre. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'il se transforme en juge. J'avais besoin qu'il me regarde comme sa femme, pas comme une suspecte de la famille. Il a dit qu'il comprenait. Il a dormi sur le canapé cette nuit-là, par choix, entre deux loyautés. J'ai senti que ce scandale allait nous casser si on ne posait pas nos lignes. Les semaines ont passé. L'expertise a rendu ses premiers éléments, la signature du chèque était imitable, mais pas celle de la mère. Les caméras du restaurant, rarement consultées, ont livré une image floue d'un retrait après fermeture. La silhouette ressemblait à Julie. Son avocat a contesté la qualité des images. Les parents ont demandé au ciel que cette histoire s'arrête. Victor a perdu du poids. Moi, j'ai continué à aller au travail avec un masque solide et des mains qui tremblaient quand je me retrouvais seule dans l'ascenseur. Au plus fort du chaos, j'ai reçu un message anonyme, vérifie le casier à balai côté terrasse. J'ai appelé Victor. Il a dit qu'il verrait. Le soir, il a découvert une enveloppe avec des reçus griffonnés, des captures imprimées de transfert vers un compte au nom d'une micro-entreprise créée par Julie 2 mois plus tôt, et un plan maladroit pour rembourser plus tard. Julie avait caché ça là. Victor a blêmi. Il a ramené l'enveloppe. Les parents ont voulu étouffer. J'ai dit non. J'ai demandé qu'on copie tout et qu'on transmette à la police. Julie a débarqué en hurlant qu'on violait sa vie privée. Elle a voulu déchirer les papiers. Victor a bloqué sa main. Elle a insulté tout le monde. Elle a traité sa mère de faible, son père d'aveugle, moi de voleuse. Puis elle est partie en claquant la porte. L'enquête a accéléré. L'agent a récupéré l'enveloppe. Il a comparé les dates avec les anomalies. Tout se recoupait. L'histoire a changé de sens, Julie n'était plus la sœur jalouse qui exagère, c'était la personne au centre du trou. Son avocat a commencé à parler des erreurs de gestion, de petits arrangements, de panique. Les mots changeaient pour amortir le choc, mais les chiffres tenaient. La mère de Victor a fait une crise d'angoisse. Le père a cessé de parler. Victor a vomi dans l'évier. Une nuit, Julie a envoyé un audio à Victor. Elle disait que tout était de ma faute, que ma manière de compter l'avait mise sous pression, qu'elle avait craqué. Elle disait qu'elle voulait mourir. Elle suppliait qu'on arrête la procédure. Je l'ai écoutée une seule fois. Je n'avais plus d'espace pour la culpabilité qu'elle essayait de nous jeter. Elle n'avait pas craqué. Elle avait organisé, masqué, accusé. Et elle avait prononcé mon nom à un policier pour sauver sa peau. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la policière en charge. Elle m'a dit calmement que j'étais officiellement mise hors de cause. Elle a ajouté que Julie serait convoquée avec un risque de mise en examen. J'ai remercié. J'ai raccroché. Je me suis assise par terre dans la cuisine. J'ai pleuré sans bruit. Je n'étais pas joyeuse. J'étais épuisée d'avoir tenu droit au milieu d'un ouragan de mauvaise foi. Le lendemain, Julie a débarqué chez moi. Elle avait le visage d'une personne qui vient négocier sa propre histoire. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs. Elle a dit que la famille, c'est sacré. Elle a dit qu'elle allait tout rembourser. Elle a ajouté qu'elle avait eu besoin de moi. Elle m'a supplié de témoigner pour dire que ce n'était pas dans son caractère. Elle a juré qu'elle devait éviter la prison. Elle a posé sa main sur mon bras. Elle tremblait. Elle a dit « S'il te plaît ». Je l'ai écoutée jusqu'au bout. Puis j'ai posé mes 3 questions, simples.
Pourquoi m'avoir nommé à la police? Pourquoi avoir caché des preuves? Pourquoi chercher ma voix maintenant alors qu'elle m'a traîné dans la boue pendant des semaines? Elle a dit qu'elle avait eu peur. Elle a dit que je pouvais comprendre, que j'étais forte, que je savais parler. Elle a tenté de me faire porter la responsabilité de sa survie. Elle n'a pas eu honte de me demander d'effacer ma propre humiliation pour alléger la sienne. Je lui ai répondu que je ne mentirais pas pour elle. Que je ne minimiserais pas. Que je ne suis pas sa couverture. Elle a crié. Elle a pleuré. Elle a supplié. Elle a fini par chuchoter qu'elle me pardonnerait si je l'aidais. Ce mot m'a glacée. Elle me pardonnerait quoi? D'avoir dit la vérité? D'avoir tenu? Je lui ai demandé de sortir. Elle a claqué la porte en disant que je signais son arrêt. J'ai envoyé un message à Victor pour lui dire exactement ce qui venait de se passer. Il a répondu qu'il me soutenait. Puis il a ajouté qu'il ne savait plus quoi faire de sa sœur. J'ai compris que la suite ne serait pas seulement judiciaire. Elle allait décider de qui on est, lui et moi, face à la famille. Le lundi suivant, nous avons reçu les convocations pour des auditions complémentaires. Julie risquait la mise en examen pour faux et abus de confiance. C'est le jour où elle a envoyé un message groupé à toute la famille, me peignant en belle-sœur rancunière qui veut la voir tomber. Elle a demandé à chacun de me convaincre de nuancer devant le juge. Le groupe s'est embrasé. Des tantes ont joué la paix. Des oncles ont parlé d'honneur. La mère a imploré qu'on sauve Julie. Victor est resté silencieux. Moi aussi. J'ai fermé mon téléphone. Parce qu'au fond, la bascule était là, je n'avais plus à prouver que je n'étais pas coupable. Je devais maintenant prouver que je ne me laisserais plus utiliser. Et c'est plus dur que de montrer des chiffres. C'est dire non quand tout le monde vous demande d'être la grande. Je reprends juste après le message groupé de Julie. Tout le monde a tenté quelque chose. Les uns ont dit « pense à la famille ». Les autres ont dit « tu es la plus forte, cède un peu ». J'ai noté chaque phrase pour ne pas me laisser hypnotiser. Puis j'ai placé mon protocole. 1. Garder tout par écrit. 2. Ne plus répondre à chaud. 3. Dire la vérité, seulement la vérité. 4. Ne pas me sacrifier pour l'image de la famille. Le premier effet de mon silence a été violent. Ma belle-mère m'a appelé en larmes. Elle disait qu'elle ne supporterait pas de voir sa fille avec un casier. Elle disait qu'elle n'y survivrait pas. Elle me suppliait entre deux sanglots. Je l'aime. Elle m'a toujours accueillie. J'avais envie de céder juste pour arrêter ses pleurs. J'ai respiré. J'ai répondu calmement que je n'avais accusé personne, que j'avais tenu des comptes, que Julie m'avait nommé, que la police avait fait son travail, que je dirais ce que j'ai vu et su. Elle a raccroché en disant qu'elle comprenait, puis m'a renvoyé un message 20 minutes plus tard pour me traiter d'ingrate. J'ai ignoré ce message. Je refuse d'absorber les phrases qu'on écrit pour survivre à sa propre honte. Victor, lui, a choisi une ligne droite. Il a réuni ses parents et Julie dans le restaurant, sans moi. Il leur a dit qu'il n'y aurait pas de faux témoignages, pas de version arrangée, pas de « ça reste entre nous ». Il a dit qu'il préférait perdre la moitié de la famille que sa femme. Il a dit que la vérité ne ferait pas plaisir, mais qu'au moins elle ne nous rendrait pas malades. C'est la première fois qu'il parlait comme ça. Sa mère a pleuré. Son père a baissé la tête. Julie a juré qu'on lui en voudrait toute sa vie. Victor a répondu, « Alors ce sera toute ta vie ». Quand il m'a raconté, j'ai senti que mon mariage tenait. Les convocations ont suivi. Devant l'enquêtrice, j'ai répété le registre, les anomalies, l'enveloppe, le casier à balai, l'audio, tout. J'ai ajouté que Julie m'avait demandé de nuancer. L'enquêtrice m'a arrêté. Elle m'a dit que je n'avais pas à répéter des suppliques. Elle m'a demandé seulement des faits. J'ai souri. Elle avait raison. Les faits suffisaient déjà à remplir une salle. Julie a été mise en examen sous contrôle. Elle devait pointer une fois par semaine et ne pas s'approcher de la caisse. Officiellement, elle travaillait encore au restaurant, mais uniquement en salle. Officieusement, elle en voulait à tout le monde. Elle a ouvert un nouveau groupe familial sans moi. Elle y a posté des messages larmes et prières. Elle a écrit qu'elle acceptait sa punition, mais qu'elle espérait un geste.
On lui a conseillé de demander pardon à Nadia. Elle a répondu qu'elle n'avait pas à s'humilier. Ce mot-là a confirmé ce que je savais, Julie ne comprend pas la différence entre demander de l'aide et vampiriser. Pendant ce temps, le restaurant souffrait. La rumeur tournait. Certains clients posaient des questions. D'autres évitaient. J'ai proposé à Victor d'aider ses parents à mettre à plat l'organisation sans Julie. Pas pour la remplacer, mais pour stabiliser. Il a accepté. On a mis en place un logiciel simple relié à la banque, avec des accès nominaux. On a supprimé les codes partagés. On a imposé la double signature pour les gros chèques. On a affiché une charte interne. Les parents ont respiré. Ils ont compris qu'ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Mais on ne refait pas les années avec des « on aurait dû ». Un soir, Julie a débarqué pendant la fermeture. Elle a voulu me parler seule. Victor m'a regardé. J'ai dit oui, dans le bureau, porte ouverte. Elle a posé une lettre sur la table. Elle disait que si je tenais à la famille, je devais écrire que Julie n'avait jamais eu l'intention de voler, que c'était une succession d'erreurs. Elle promettait qu'elle quitterait le restaurant si la procédure s'arrêtait. Elle ajoutait qu'elle ne parlerait plus jamais de moi. Elle vendait mon silence contre sa disparition. Je lui ai demandé si elle mesurait ce qu'elle demandait. Elle a dit qu'elle n'avait plus rien. Je lui ai répondu que j'avais failli ne plus rien avoir non plus, y compris la confiance de mes propres employeurs si la rumeur s'était étendue. Elle a levé les mains, comme pour se rendre, puis elle a lâché « Tu veux me voir en prison ?» J'ai senti la colère remonter. Je l'ai tenue. J'ai répondu que je ne voulais rien, que la justice ferait son travail, et que je ne serais pas l'instrument de son récit. Elle est partie en claquant la porte. Elle a crié à sa mère dans la salle que j'étais diabolique. Je l'ai laissé dire. L'instruction a mis du temps. J'ai continué ma vie. J'ai repris mes sorties du dimanche, mes contes, mes lectures. J'ai refusé d'être un missile uniquement dirigé contre Julie. De temps en temps, un message arrivait « Tu dors la nuit ? Tu es fier de toi ? Tu te rends compte que tu m'as tué ?» Je ne répondais pas. J'ai appris que le silence n'est pas une fuite. C'est une barrière sanitaire. Un matin, mon chef m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit qu'il avait reçu une lettre anonyme sur moi parlant d'une affaire de faux. Il a dit qu'il savait que c'était du poison. Il a dit qu'il me faisait confiance. J'ai senti la main de Julie jusque-là. Je lui ai donné la copie de mon classement hors de cause. Il a serré la main. Il a ajouté qu'il connaissait ce genre d'attaque. J'ai remercié. Je suis sortie et j'ai tremblé aux toilettes. C'est ça, une accusation, même blanchie, elle laisse des traces qui tentent de ruiner ce que vous êtes. Le jour de l'audience de mise en état, j'ai vu Julie sur le banc. Elle avait l'air plus petite. Son avocat parlait fort. Le parquet énumérait les pièces. L'enveloppe, les reçus, les transferts, l'expertise de la signature, les images, l'audio, le registre. On aurait dit un inventaire de ma patience. Le juge a rappelé que rien n'était jugé au fond, mais les faits pesayants. Il a refusé la requalification en simple négligence. À la sortie, Julie m'a suivi. Elle m'a demandé encore une fois, « S'il te plaît, témoigne pour dire que je ne suis pas une mauvaise personne. » J'ai répondu que je ne témoignais pas sur les personnes, je témoignais sur les faits. Elle a pleuré. Elle a dit que je lui devais bien ça. J'ai dit que je ne devais plus rien à personne qui a prononcé mon nom dans une main courante pour se protéger. Les semaines suivantes, la famille a essayé de recoller. Ma belle-mère a gentiment proposé un dîner sans parler de tout ça. J'ai décliné. Pas par vengeance. Parce que j'ai compris que le mensonge aime les dîners neutres. Je veux des relations où on peut poser les mots exacts. Victor m'a suivi. Il a dit à ses parents qu'on reviendrait quand ils accepteraient de ne plus me demander de gommer. Ils ont dit qu'on était dur. Peut-être. C'est la dureté qui m'a tenue en vie. Un matin, j'ai reçu un message de Julie différent des autres. Pas de reproches. Pas de chantage. Elle écrivait qu'elle avait commencé une thérapie ordonnée par le juge, qu'elle avait compris comment elle avait glissé, qu'elle avait voulu être celle qui gère sans en avoir la capacité, qu'elle m'avait détestée parce que j'incarnais ce qu'elle refusait d'apprendre. Elle n'a pas demandé que je la défende.
Elle m'a juste écrit qu'elle regrettait ma mise en cause. Aucun « mais ». Je l'ai relu 4 fois. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je me suis donné le droit de ne pas devenir la distributrice automatique de seconde chance. Le jour du jugement, le tribunal a prononcé une peine avec sursis, du remboursement échelonné, une interdiction temporaire de gérer, un suivi. Pas de prison ferme. Pas d'effondrement spectaculaire. Une suite. Julie a hoché la tête. Sa mère a pleuré. Son père a serré mon épaule en sortant en me disant merci sans oser me regarder. Je ne sais pas s'il me remerciait pour la rigueur ou pour le fait qu'elle n'aille pas en cellule. J'ai dit de rien parce que je n'avais plus d'énergie pour traduire l'émotion des autres. Le soir, Julie m'a écrit encore. Elle ne m'a pas supplié. Elle m'a demandé une rencontre de 15 minutes, dans un café, à l'heure de mon choix, avec Victor présent. Je l'ai accepté. J'avais besoin de fermer la porte autrement que par la rage. Elle a dit en face qu'elle m'avait accusée parce que j'étais la seule qui savait prouver. Elle a dit qu'elle avait paniqué le jour du policier, qu'elle avait lâché mon nom comme on lâche une corde pour ne pas tomber. Elle a dit qu'elle vivrait avec ça. Elle m'a demandé si je pouvais témoigner un jour, si on me le demandait, sur le fait qu'elle rembourse et qu'elle suit. Je lui ai répondu que si on me le demandait, je dirais la vérité, qu'elle rembourse et qu'elle suit, oui. Qu'elle m'a accusée, aussi. Les deux. Elle a hoché la tête. Elle a dit que c'était juste. Elle est partie sans me toucher. Depuis, on reconstruit à distance. Elle travaille comme serveuse ailleurs. Elle envoie un virement mensuel à ses parents. Elle pointe. Elle n'approche plus la caisse. Elle m'a écrit 2 fois pour me dire où elle en était. Je lui ai répondu « reçu ». C'est sec. C'est ce que je peux donner. Ma belle-mère m'a reparlé. Elle n'a plus joué au chantage affectif. Elle m'a présenté des excuses brèves. Je les ai acceptées sans cérémonie. Le restaurant respire. Les comptes sont propres. Les clients reviennent. Victor et moi, on a traversé ça en posant des règles que je n'aurais jamais pensé écrire un jour. Pas de « fais un effort pour la famille » si l'effort consiste à dire le contraire des faits, pas d'invitation neutre pour étouffer, pas de discussion à 3 contre 1, pas de secret. Il a tenu. C'est ça qui m'a gardé debout autant que mes registres. Si quelqu'un lit ça et se reconnaît une accusation portée par une personne de la famille qui vous connaît assez pour vous détruire proprement, je n'ai pas de morale, juste un mode d'emploi court qui m'a sauvé. 1. Documentez tout de suite, comme si personne ne vous croirait. 2. Parlez aux autorités sans en rajouter, sans s'excuser d'exister. 3. Répondre uniquement par écrit à la personne qui vous presse de nuancer. 4. Refusez les dîners pour tourner la page tant que la page n'est pas lue à voix haute. 5. Accepter qu'aider ne veut pas dire mentir. On peut aider quelqu'un en le laissant porter ses actes. Je termine sur l'image qui m'a rendu à moi-même. Un matin, j'ouvre le tiroir de ma cuisine. Il y a mon petit registre, celui que j'avais commencé pour la caisse. Je n'en ai plus besoin. Je le feuillette. Dedans, des dates, des chiffres, des flèches. C'est froid. Mais c'est ce qui m'a protégé quand les larmes, les cris, les « pense à la famille » voulaient m'entraîner. Je le referme. Je le remets dans le tiroir. Je n'ai plus peur qu'on frappe à ma porte pour quelques questions. Si on frappe, j'ouvrirai. J'ai appris à ne pas me dissoudre dans la paix des autres. Et si un jour Julie me demande de témoigner pour prouver ses efforts, je le ferai si c'est vrai. Mais jamais plus je ne parlerai contre moi pour sauver le confort d'une histoire. J'ai payé ce prix une fois, en silence. On ne me l'arrachera plus. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.